temps. Pas de problème. Donc, avant d'aborder mon sujet, je vais essayer quand même de faire sur souligner quelques points rapidement. Ce sera mon introduction. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, bon, ça concerne une certaine compréhension du combat. Ils mettent beaucoup de violence dans le verbe, en pensant qu'en mettant beaucoup de violence dans un verbe, on devient radical. C'est faux. Ce n'est pas en mettant de la violence dans le verbe qu'on devient radical. Le radicalisme, c'est de dire la vérité. C'est de construire une vérité qui puisse détruire le mythe ou le mensonge de l'ennemi. C'est ça le radicalisme. Ce n'est pas d'aller chercher un verbe violent. Donc il nous faut des arguments. Il nous faut construire. Il nous faut réfléchir. Il nous faut chercher. Il faut nous questionner pour construire un corpus. Une vision solide. Une vision radicale. Une vision qui doit nous mener vers la victoire. Parce que quand on lutte contre un ennemi, c'est pour abattre l'ennemi. Ce n'est pas pour nous donner en martyr. Ce n'est pas pour pleurnicher. Ce n'est pas pour nous victimiser. C'est ça le combat. Donc il faut le détruire, l'ennemi. Et pour le détruire, comme je viens de le dire, il faut construire. Donc pour construire, il faut d'abord détruire tout ce qui a été construit comme mythe. Quand on parle d'Algérie arabo-musulmane, c'est un mythe. Il faut détruire ce mythe. On ne le détruit pas avec de l'incantation. On ne le détruit pas par des slogans. On ne le détruit pas par de faux symboles. On le détruit par des arguments, en cherchant les arguments à la fois dans une très bonne connaissance de notre histoire et aussi en aiguisant nos arguments dans la réflexion. Voilà ce que je peux vous dire en introduction, parce que des fois, il y a de quoi être agacé. Quand on voit des gens qui mènent un combat qui ne fait pas avancer la cause et qui, en apparence, peuvent donner l'impression d'être radicaux ou d'être plus avancés que d'autres dans le combat. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, mon sujet, c'est Tamazigh, comme on l'a dit, dans les États constitués. Pour moi, en Algérie, il n'y a pas d'État algérien. Il y a un État en Algérie. C'est différent. Parce que l'État qui existe en Algérie est un État colonial, hérité de la colonisation et qui a été investi. Il a été investi par le courant arabo-musulman. C'est un État dans les structures, dans le fonctionnement, dans les mécanismes qui le constituent et qui le font mouvoir sans hériter de la colonisation. Ça d'une part. Deuxièmement, le pouvoir qui s'en est saisi est un pouvoir aussi constitué à l'étranger et par des étrangers. Ce ne sont pas des Algériens. On sait que dans les années, à partir des années 30, il s'est posé dans le mouvement national une question sur l'identité algérienne. Et certains donc ont voulu promouvoir l'idée qu'on appelle aujourd'hui l'algérianisme, c'est-à-dire un concept qui veut une Algérie plurielle, et d'autres ont voulu plutôt faire promouvoir l'idée de la nation arabe dans laquelle l'Algérie ne serait qu'un fragment. Voilà un peu les deux courants qui ont traversé le mouvement national. Il se trouve que le courant qui était porteur de la nation arabe a pris le dessus
d'abord par la force des armes, deuxièmement par les soutiens qu'il a eu de la part des étrangers, et notamment les pays du Golfe, et aussi la France, et le royaume chérifien. Ce sont ceux-là qui ont donné un grand coup de pouce à la promotion de cette vision arabo-musulmane. Mais pour revenir un peu à la genèse de cette idéologie arabo-musulmane qui s'est imposée en Algérie par la force des armes, comme je le dis, et le soutien des étrangers, il faut dire d'abord que l'idéologie arabo-musulmane trouve ses racines au Moyen-Orient. Elle a été initiée par la Grande-Bretagne à l'époque et l'Empire britannique en fait et l'Empire français. Il y a très longtemps, donc en Égypte, il y avait Mohamed Ali qui était au pouvoir, qui était un Seldjoukide. Seldjoukide, comment on appelle ça, c'était un Turc qui a été placé par le califat ottoman au pouvoir en Égypte. Puis après, à un moment donné, il voulait se libérer de la mainmise du califat ottoman. Et lui-même étant turc, n'étant pas arabe, il a commencé il a trouvé que la seule solution c'était de faire carroir à tous les peuples d'Égypte, parce qu'il y avait plusieurs peuples, plusieurs langues, plusieurs cultures, en Égypte d'ailleurs et dans tous les pays environnants, de leur faire croire qu'ils étaient arabes. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a ouvert des écoles. Il a développé toute la culture, encouragé la culture arabe, jusqu'à produire beaucoup d'intellectuels, dont certains sont très célèbres, comme, si je me rappelle bien, alors, excusez-moi, j'ai pas en mémoire les noms, mais beaucoup d'intellectuels qui ont commencé à parler de nation arabe, mais circonscrite au territoire moyen-oriental à l'époque. Et cette idée de la nation arabe a été encouragée plus tard par la Grande-Bretagne et la France pour pouvoir contrebalancer à la fois l'influence donc ottomane dans la région et donc dégager l'emprise de l'Empire ottoman dans la région pour évidemment asseoir la domination occidentale. Voilà comment ils ont d'ailleurs après développé plus tard le mouvement de libération des peuples arabes dans la région. C'est comme ça qu'ils ont créé l'Arabie Saoudite, c'est comme ça qu'ils ont créé l'Irak, c'est comme ça qu'ils ont créé la Jordanie, c'est comme ça qu'ils ont créé, etc., tous les pays, y compris la Palestine à un moment donné, hein, la Ligue arabe, etc. Donc voilà, en fait, c'est le produit de l'Occident. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que, on a souffert d'une machine de propagande redoutable. Nous qui avons combattu le colonialisme français, on a toujours essayé de faire carroir à l'opinion que nous connaissons le Qabaïl, par exemple, surtout les Kabyles, que nous sommes du côté de la France. C'est comme si nous n'avons pas combattu la France, mais que les autres ont combattu la France, et que nous étions une création française, etc. Donc tout cela, aujourd'hui, la vérité, il faudrait la mettre en évidence et dire que c'est l'idéologie arabo-musulmane qui est le produit de la France et du colonialisme français. Juste deux minutes, j'essaie de synthétiser, mais c'est difficile. Voltaire, je n'ai pas le temps d'être bref. Donc voilà.
Et puis, il faut savoir aussi que les bons constats, tu vois, ça me vient comme ça, tu vois, c'est les bons constats qui font la qualité d'une contestation. Si on ne fait pas un très bon constat, notre contestation ne peut pas être efficace, ne peut pas être de grande qualité. D'ailleurs, c'est pour ça que d'autres font des erreurs. Voilà. Donc, en fait, en Algérie, il faut savoir que ce que je dis sur l'Algérie est valable aussi pour la Tunisie, pour le Maroc et pour la Mauritanie, pour en fait toute l'Afrique du Nord. Et il faut savoir que parmi les intellectuels qui ont été produits par le panarabisme et le panislamisme, je termine là-dessus. Il y avait des intellectuels qui sont célèbres et qui, eux, ont approché les nationalistes nord-africains. Dès 1930. D'ailleurs, il y a eu un congrès en 1930 où Mamouna a été invité, comment il s'appelle, Msali Hadj, à Jérusalem. Il faut dire que, à partir de là, non seulement on a invité tous les nationalistes nord-africains, mais aussi on les corrompait. Ils étaient corrompus avec de l'argent. Avec de l'argent, ils étaient corrompus pour justement adopter leur conception arabo-musulmane, pour imposer leur conception arabo-musulmane en Afrique du Nord. Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez tous notamment, Michel Aflaq. Il s'agit aussi de Sati Hussein. Il s'agit aussi en fait, j'ai pas tous les noms en mémoire, mais de beaucoup d'intellectuels de l'époque, Cheikh Barcelone, de Mohamed Abdou, etc. Tous ces intellectuels-là ont approché physiquement, ont invité des dirigeants nord-africains pour pouvoir les influencer dans cette optique arabo-musulmane. Et c'est pourquoi, en fait, je termine, comme le camarade de tout à l'heure qui l'avait dit, par cette, on n'a pas le temps de tout développer, mais je termine. Il est très facile, vraiment très facile, de faire la démonstration que l'État algérien est un État colonial. C'est un État colonial. Le pouvoir qui est entre les mains, cet État, c'est aussi un pouvoir qui est produit à l'étranger par des étrangers. Voilà, je termine. On n'en a pas vraiment.